Il faut s'imaginer un peu la scène. Un dessinateur, enfin un auteur de bande dessinée, part en Amazonie D'accord, avec l'idée d'observer les oiseaux et de rencontrer les fameux Indiens Achuar. d'accord. Il est mais alors intimement persuadé qu'il va trouver là-bas des populations en harmonie totale, fabuleusement proches de la nature. Il image d'Épinal par excellence, en fait. C'est ça. Sauf que là, un célèbre anthropologue l'arrête net et lui dit que c'est un contresens total. Et pourquoi? Parce que pour ces tribus, la nature, ça n'existe tout simplement pas. C'est vrai que c'est un paradoxe qui a vraiment de quoi désorienter. Enfin, le concept même de nature, ça présuppose une séparation, une vraie distance. Une distance, ouais. Exactement. Si on vit au sein d'un monde où chaque plante, chaque animal est un partenaire social au quotidien, le mot nature perd absolument tout son sens. Il n'y a pas d'extérieur. Et c'est vraiment le point de départ hyper vertigineux de notre exploration du jour. On plonge en profondeur dans l'ouvrage Ethnographie des mondes à venir. Un dialogue qui est d'une richesse incroyable. Très riche, oui, entre l'anthropologue Philippe Descola et l'auteur de bande dessinée Alessandro Pignocchi. L'enjeu de cette immersion dans leurs travaux est majeur. Il s'agit de comprendre pourquoi notre conception même de la nature pourrait bien être la véritable racine de la crise écologique actuelle. Rien que ça? Rien que ça, oui. Et surtout, comment l'anthropologie propose des outils intellectuels redoutables pour sortir de ce cul-de-sac. Eh bien, il faut commencer par déconstruire ce qui nous paraît le plus évident. Si les Achuars n'ont pas de concept de nature, ça force à examiner notre propre cosmologie. Les auteurs nomment ça le naturalisme. Le naturalisme. Ok. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas du tout la vision par défaut de l'humanité. C'est une invention hyper récente. Ah bon? Ouais, c'est né en Occident, en gros autour du XVIIe siècle, avec l'avènement de la science moderne. Le naturalisme, en fait, c'est cette idée de tracer une frontière étanche, Imperméable. c'est-à-dire qu'on sépare le vivant. Voilà. D'un côté, on place les humains qu'on dote d'une âme, d'une culture, d'une intériorité, et de l'autre, on jette tout le reste dans un immense sac. Le fameux sac qu'on appelle la nature. C'est ça. Et qu'on conçoit comme un vaste ensemble muet, uniquement régi par des lois physiques et mécaniques. Ok, mais attends, je me fais l'avocat du diable une seconde. Historiquement, le fait de distinguer la nature pour pouvoir l'étudier, et puis aujourd'hui de créer des parcs naturels, de sanctuariser des zones pour les protéger, c'est plutôt perçu comme une victoire face à l'industrialisation, non? Alors, c'est justement là que le piège du naturalisme se referme. Ah, L'ouvrage démontre de façon hyper claire que l'exploitation forcenée et la protection sous cloche, ce ne sont pas des idéologies opposées. vraiment? Non, ce sont les deux faces d'une même médaille utilitariste. Qu'on rase une forêt pour vendre du bois ou qu'on l'enferme derrière des barbelés pour en faire un parc national d'où on expulse parfois les populations autochtones d'ailleurs, la logique sous-jacente reste identique. C'est-à-dire que ça reste un objet. Exactement. Les plantes, les animaux, les rivières demeurent des objets, des ressources que les humains doivent gérer, administrer selon un calcul de coûts et bénéfices. Je vois. La protection, dans ce cadre, ce n'est souvent qu'une autre forme d'appropriation. C'est fascinant et le texte introduit cette mécanique redoutable qu'il appelle l'effet de cliquet. Oui, l'effet de cliquet. On voit tous le principe mécanique d'un cliquet, ça tourne très facilement dans un sens mais ça se bloque immédiatement dans l'autre. Concrètement, qu'est-ce que ça donne sur le terrain politique et économique, cette histoire? Sur le plan économique, la symétrie n'existe pas. C'est extrêmement facile pour un État ou une grande entreprise de déclasser une zone protégée si un gisement de pétrole y est découvert ou si l'urgence économique est invoquée. Le droit s'adapte direct. Le droit s'adapte très vite aux impératifs du marché, oui. En revanche, le mouvement inverse, Genre prendre une vaste zone industrielle? une gigantesque usine chimique en activité et décider du jour au lendemain de la raser pour rendre le territoire aux dynamiques sauvages, c'est politiquement et économiquement impensable dans notre système. C'est bloqué, quoi. C'est bloqué. La valorisation financière prime toujours. La protection n'est finalement qu'une exploitation temporairement suspendue. Ce qui explique tellement ce sentiment d'impuissance qui est si répandu face à l'urgence écologique. Totalement. Tant que le vivant est perçu uniquement comme un inventaire de choses à gérer, le combat est structurellement asymétrique. L'économie aura toujours le dernier mot sur un simple objet. Mais alors, si on est coincé dans cette vision depuis des siècles, comment on fait pour s'en extraire? L'outil méthodologique central que proposent les auteurs, qui est issu de l'anthropologie, ça s'appelle la symétrisation. La symétrisation. L'objectif est assez radical, hein. Il s'agit d'apprendre à regarder nos propres institutions, nos croyances les plus banales, comme si elles étaient aussi étranges ou aussi exotiques que celles d'une tribu lointaine. Donc, une démarche d'égalité stricte entre les manières de faire monde. C'est tout à fait ça.
Attends, laisse-moi essayer de visualiser le truc. Si j'applique cette fameuse symétrisation, ça veut dire que si un chercheur hachoir, fraîchement débarqué à Paris, s'installait à 8 heures du matin à la terrasse d'un bistrot, il ne verrait pas juste des gens prendre leur petit déjeuner. Non, pas du tout. Il noterait scrupuleusement que la population se divise en deux clans rituels, Oui, un groupe qui ingurgite une potion noire et brûlante censée invoquer les esprits de la productivité, le café quoi, le café, voilà. et un autre clan qui consomme un jus de raisin fermenté pour altérer la perception de la réalité, le fameux petit ballon de blanc au comptoir du fadar. Mais c'est exactement l'esprit. Et le livre s'amuse d'ailleurs beaucoup de ces décalages à travers des planches dessinées. L'anthropologue amazonien analyserait ces comportements avec le même sérieux doctoral que nous on emploie pour étudier les rituels de transe. C'est très drôle, mais j'imagine que ça va plus loin que l'ironie. Bien plus loin, oui. La symétrisation, ça touche à des aspects fondamentaux de l'organisation sociale et de la communication. Alessandro Pignocchi raconte par exemple son désarroi total sur le terrain, en Amazonie. Ah oui? Pourquoi? Personne ne le prévient jamais quand on part à la chasse ou quand on commence à construire un toit. Il n'y a pas de réunion de briefing, pas de directive, rien. Mais comment un groupe peut fonctionner ou même survivre sans aucune coordination explicite? C'est fou. Et pourtant, l'ouvrage cite aussi le cas des nomades Basseri, étudiés par Frédéric Barf en Iran. Voilà une population qui lève le camp, déplace des troupeaux immenses et parcourt des centaines de kilomètres sans qu'aucun chef ne donne le moindre ordre. Sans se donner le mot? Sans se donner le mot. Tout repose sur une coordination implicite extrêmement fine, une sorte de lecture des micro-gestes des autres. D'accord. Donc ce qui nous semble à nous être un manque d'organisation ou de leadership, c'est en réalité une forme de sophistication sociale très poussée, qui vise souvent d'ailleurs à éviter qu'un individu prenne l'ascendant sur les autres. C'est vertigineux de réaliser à quel point nos évidences sont locales. Et le livre aborde aussi notre rapport à l'identité et à la mémoire, je crois. Oui, de façon très provocante. Il y a cet exemple chez les hachoirs où, lors d'un deuil, on efface carrément le mort. On lui chante même de ne plus jamais revenir, d'oublier les vivants. C'est un trait culturel fort. Ou encore ces sociétés comme les Mursi en Éthiopie, où l'on change de nom des dizaines de fois dans une vie, ou les Kwakiutl qui modifient toute leur organisation sociale au gré des saisons. Ce qui, de l'extérieur, peut paraître irrationnel. De l'extérieur, oui, on pourrait taxer ça de mysticisme, mais si on s'y maîtrise vraiment, est-ce que nous, on ne passe pas notre temps à changer d'identité aussi? Comment ça? Entre le masque hyper pro qu'on porte au bureau, la personne qu'on redevient en famille, les pseudonymes qu'on utilise en ligne. La comparaison est très très pertinente. Et concernant la mort, nos propres pratiques monumentales sont hyper révélatrices. Exactement. Quand on enterre nos morts sous des dalles de granit qui pèsent des centaines de kilos, Ouais. consciemment, on se dit que c'est pour honorer leur mémoire. Mais l'anthropologie nous pousse à nous demander si ce n'est pas aussi une manière très architecturale, très physique, de s'assurer qu'ils restent bien en bas et ne viennent pas hanter le monde des vivants. C'est une super lecture. En fait, cette méthode prouve que nos réalités ne sont pas des lois de la nature. Ce sont juste des choix institutionnels parmi d'autres. Des choix, oui. Des choix profondément sédimentés. Et la question logique qui en découle et qui est explorée dans la suite de l'ouvrage, c'est si nos institutions naturalistes façonnent à ce point notre réalité, quel monde émerge quand on grandit, au contraire, au sein d'institutions qui considèrent que les plantes et les animaux sont des partenaires sociaux à part entière? C'est ce que Philippe Descola nomme l'animisme, non? C'est exactement ça, l'animisme. Mais concrètement, comment on gère une société animiste au jour le jour? Si je comprends bien, on postule que tout ce qui vit a une âme. Mais c'est paralysant, non? On ne peut plus abattre un arbre ou chasser un animal sans avoir l'impression de commettre un meurtre ou de déclencher une guerre diplomatique. L'animisme n'est pas un conte de fées pacifiste, loin de là. C'est un système de relations extrêmement codifié. D'accord. Dans ce schéma, les humains, les animaux et certaines plantes ou esprits partagent tous la même intériorité. Ils ont la même conscience, les mêmes émotions, la même vie sociale en fait. Ah. Mais alors, qu'est-ce qui les différencie? La seule chose qui les différencie, c'est ce que Descola appelle la physicalité, La physicalité. c'est-à-dire l'enveloppe corporelle. Un toucan ou un jaguar ne voit pas le monde différemment parce qu'il aurait un cerveau primitif. Non, c'est parce que son corps lui impose une perspective différente. C'est une histoire de point de vue corporel. Exactement. Le jaguar se voit lui-même comme un humain en train de boire de la bière de manioc, alors que nous, on voit un jaguar en train de lécher le sang d'une proie. C'est fascinant. D'accord, l'intériorité est commune, le corps diffère. Mais ça ne résout pas mon problème de survie. Comment le chasseur gère le fait de devoir tuer une entité qui possède une âme humaine? Par la négociation. Ah. Et c'est là qu'interviennent des pratiques vraiment incroyables décrites dans le livre.
comme les anènes. Les anènes? Ce sont des chants incantatoires, le plus souvent juste, fredonnés mentalement ou murmurés. Attention, il ne s'agit pas de prières de soumission. C'est quoi alors? Ce sont des outils de communication pour influencer l'autre. Le chasseur hachoir qui repère un singe laineux, il ne le cible pas comme un simple morceau de viande. Dans son chant, il s'adresse à lui en l'appelant beau-frère. Beau-frère. Oui, il tente de le charmer, de l'apaiser, pour qu'il accepte de rester immobile et que la flèche de Sarbacane atteigne son but. C'est une vraie transaction diplomatique. D'âme à âme, oui. De la même manière, une femme va chanter aux jeunes pousses de manioc de son jardin en s'adressant à elles comme à des enfants adoptifs pour encourager leur croissance. C'est de la poésie pure, mais en même temps d'un pragmatisme absolu pour eux. Ce qui me frappe, c'est qu'en lisant ces passages, on réalise que cette impulsion animiste, elle n'est pas si lointaine de nous. C'est clair? Il suffit de regarder autour de soi. Qui n'a jamais parlé à une plante d'appartement en l'arrosant? Ou à son chat de façon très sérieuse? Ou, soyons honnêtes, qui n'a jamais murmuré des insultes et des menaces de destruction très claires à un ordinateur portable qui fige au beau milieu d'une présentation importante? On prête spontanément des intentions, une volonté propre à ce qui nous entoure. C'est un point sur lequel les auteurs insistent beaucoup. Les Occidentaux ne sont absolument pas amputés de ces intuitions animistes. Dès lors, d'où vient la différence? La vraie différence, la fracture, elle est politique. En Occident, ces élans sont réprimés par nos institutions. Réprimé? Bah oui, s'adresser sérieusement à un arbre ou à un fleuve, c'est considéré au mieux comme de la candeur enfantine et au pire comme le symptôme d'une pathologie mentale. C'est vrai. Alors que dans les sociétés amazoniennes étudiées, ces mêmes intuitions forment le ciment social. Elles sont prises au sérieux, organisées et encadrées par des règles collectives. Ce qui amène une réflexion inévitable, franchement. S'il existe des dizaines de manières aussi riches, complexes et sophistiquées de percevoir le monde et de s'organiser, comment on en est arrivé collectivement à être aussi intimement persuadé que notre modèle occidental, étatique, capitaliste et naturaliste est le seul aboutissement possible de l'histoire humaine? Pour comprendre cette illusion, l'ouvrage s'appuie largement sur les travaux d'autres anthropologues, notamment David Graeber et David Wengrow. D'accord. Il s'attaque à ce qu'on appelle le mythe de l'évolutionnisme social. C'est un récit extrêmement puissant qui imprègne tous nos manuels scolaires. C'est l'histoire classique qu'on apprend, hein. Voilà, ça décrit l'histoire humaine comme un grand tapis roulant inéluctable. L'humanité commencerait dans des petites bandes nomades de chasseurs-cueilleurs égalitaires. Puis, miracle ou tragédie, viendrait la révolution agricole. Le fameux point de bascule. C'est ça. De là, on s'entasse dans des villages qui deviennent des villes, ce qui rendrait inévitable l'apparition de chefs, puis de rois, d'inégalités, de l'administration bureaucratique, Et enfin l'État moderne. avec son économie de marché, présentée comme le sommet absolu de la pyramide. Sauf que, selon les données récentes explorées dans ces recherches, cette fameuse ligne droite est une pure fiction. Ah, une fiction totale. L'archéologie et l'anthropologie montrent que l'histoire est en réalité un vaste laboratoire foisonnant d'expérimentation. Rien n'était inévitable. Et moi, l'exemple de l'agriculture m'a particulièrement frappé. Ah oui, la fameuse révolution. On l'imagine comme une bascule fulgurante. Or, on découvre qu'au Moyen-Orient ou en Mésoamérique, les populations ont fait cohabiter l'agriculture et la chasse-cueillette pendant plus de 3000 ans. C'est énorme! Ils passaient d'un système à l'autre, selon les saisons, refusant catégoriquement de s'enfermer dans un seul modèle de subsistance. Absolument. La flexibilité était la norme. Et c'est encore plus marquant concernant les inégalités. Raconte-nous ça. Graeber et Wengrow soulignent que d'immenses villes antiques ont fonctionné pendant des siècles de manière totalement égalitaire, sans palais ni figure de souverain absolu. Des villes immenses sans chef suprême? Oui, et le plus fascinant concerne l'invention de la bureaucratie et de l'administration que nous, aujourd'hui, on associe à l'État rigide. La paperasse, oui. Eh bien, dans certaines des premières sociétés urbaines, ces systèmes de comptabilité, ces sceaux et ces registres auraient été conçus spécifiquement pour redistribuer les surplus et empêcher qu'un individu n'accumule trop de richesses. Attends, la bureaucratie a été inventée pour ça? L'administration servait à bloquer l'émergence d'inégalités structurelles et de chefs surpuissants. C'est complètement à l'opposé de ce qu'on nous enseigne. La bureaucratie comme outil de maintien de l'égalité. Du coup, si l'histoire n'a jamais été un chemin tracé d'avance, ce grand discours sur l'évolution des sociétés qui consiste à regarder les peuples indigènes comme l'enfance de l'humanité, ce n'est rien d'autre qu'une vaste escroquerie intellectuelle pour justifier leur domination.
C'est le cœur du problème. Le livre rapporte d'ailleurs l'observation cinglante d'un intellectuel indigène nord-américain à propos des colons européens. Il retourne complètement l'accusation d'infantilisme. Ah oui, j'adore ce passage. Pour lui, ce sont les Occidentaux capitalistes qui se comportent comme des enfants turbulents. Pourquoi? Parce qu'ils veulent sans cesse de nouveaux jouets, toujours plus d'objets à accumuler, et sont incapables de faire preuve de la retenue, de la frugalité et de la mesure qui caractérisent les adultes responsables. C'est brillant. C'est tout le génie de cette critique. L'évolutionnisme linéaire offre une formidable justification a posteriori à la destruction écologique et sociale. Il naturalise les rapports de force. On finit par se dire, c'est la vie. Voilà, on se dit que les inégalités ou la destruction des forêts sont des tragédies, certes, mais c'est le prix incontournable du progrès humain. C'est le sens de l'histoire. Mais si on démonte ce mythe scientifique, on pulvérise cette fatalité. Si nos institutions n'ont rien d'inévitable, alors d'autres formes de vie collective sont possibles, ici et maintenant. Et c'est là que le livre redescend sur Terre, de manière très pragmatique, en observant comment cette brèche s'ouvre concrètement aujourd'hui. Ce qui nous amène directement à examiner des luttes territoriales contemporaines. L'ouvrage s'arrête longuement sur un terrain d'étude très spécifique, la ZAD. La zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. C'est ça. Et l'analyse qui en est faite ne se place pas sur le terrain de la simple opposition politique à un projet d'aéroport. Non, elle l'observe comme l'émergence d'une cosmologie inédite, un laboratoire post-naturaliste en plein cœur de l'Europe. Rien que ça. Il est frappant de constater, selon les observations relatées par les auteurs, que sur ce territoire, le terme générique de nature avec un grand N est presque absent des discours. Ah oui, il n'utilise pas ce mot. Très peu. Les personnes qui vivent et luttent sur place ne s'organisent pas pour défendre une abstraction chiffrée, un simple quota de biodiversité à maintenir. Ils défendent ce qu'ils appellent le bocage. Et attention, le bocage, on précise bien que ce n'est pas juste un paysage romantique de haies et de prés. Pas du tout. Dans cette approche, le bocage est défini comme un réseau dense et intriqué d'interdépendance. C'est-à-dire, C'est l'enchevêtrement des vies des humains, des tritons crétés, des chênes centenaires, des agriculteurs historiques et des nouvelles espèces qui s'y installent. d'accord. L'ouvrage dresse d'ailleurs un parallèle saisissant avec les peuples autochtones de Sarayaku en Amazonie équatorienne. Quel est le rapport? Eh bien, sur la ZAD, comme à Sarayaku, ce qui prime, ce ne sont pas les titres de propriété qui excluent les autres usages. Ce qui prime, c'est la profondeur et la multiplicité des relations tissées avec le milieu. Ah, l'espace n'est plus un support inerte que l'on possède. Voilà, il est un tissu relationnel auquel on appartient. Un habitant a même résumé ce basculement politique de manière assez spectaculaire en déclarant que, je cite, « c'est le bocage qui a fait usage de nos corps pour se défendre de l'État ». Waouh! Leur renversement de perspective est total. Ce n'est plus l'humain qui protège la nature, c'est le territoire lui-même qui s'active à travers ses occupants. Et je me souviens d'un passage fascinant sur les implications extrêmement concrètes que ça produit au quotidien, notamment dans la manière de gérer la forêt de Roanne, sur la zone. C'est un excellent exemple. Une règle informelle y a été établie, stipulant que les intérêts de la forêt passent avant les nôtres. Mais attention, ce n'est pas qu'un slogan. Absolument pas. S'il faut du bois d'œuvre pour construire la charpente d'une maison commune, le choix de l'arbre à abattre ne répond plus du tout aux critères habituels de rentabilité ou de facilité d'accès. Exactement. Le critère principal devient la dynamique de régénération du massif forestier lui-même. C'est là que la rupture avec la logique économique classique se matérialise vraiment. Vous vous rappelez de l'effet de cliquet dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr. Le livre rappelle qu'un chêne, par exemple, atteint son pic d'accueil de biodiversité, donc pour les insectes, les champignons, les oiseaux, autour de 150 ans. 150 ans. Dans la sylviculture industrielle classique, laisser vieillir un arbre 150 ans est considéré comme une aberration économique pure et simple. On l'abat bien avant, souvent autour de 60 ou 80 ans, pour maximiser le rendement financier à court terme. Mais prendre la décision de préserver ces arbres centenaires et de repenser ses propres besoins en construction en fonction des cycles de la forêt, c'est carrément pulvériser le temps du capitalisme pour adopter la temporalité du végétal. C'est tout à fait ça. C'est accepter que les non-humains aient en quelque sorte un droit de veto sur les projets humains. Et c'est le cœur même de ce que l'ouvrage tente de démontrer. L'anthropologie n'est pas une simple discipline académique chargée de cataloguer les étrangetés lointaines dans un musée des savoirs. Surtout pas. Lorsqu'elle est utilisée à plein régime, elle se révèle être une boîte à outils fabuleusement subversive pour le présent. C'est clair.
Comprendre que la distinction entre la nature et l'humanité, ou même notre conception de l'économie, ne sont que des constructions locales très récentes, c'est se redonner instantanément le droit et le pouvoir d'inventer autre chose. Exactement. Il ne s'agit évidemment pas de mimer les rituels hachoirs ou d'adopter le mode de vie des nomades iraniens, Ce serait absurde. mais plutôt de se servir du contraste saisissant que ces cultures nous offrent pour fissurer le plafond de verre de notre propre imagination institutionnelle, et prendre conscience que l'élaboration de mondes où le vivant est traité comme un ensemble de partenaires politiques n'est pas une utopie lointaine, mais une réalité pratique qui existe déjà. Et qui a existé tout au long de l'histoire humaine, oui. Ce parcours à travers les ethnographies des mondes à venir débouche sur une réflexion finale qui bouscule, franchement, bien des certitudes. Ça secoue, oui. Aujourd'hui, on entend partout que pour enrayer la catastrophe écologique, il nous manquerait de nouvelles technologies miraculeuses, des aspirateurs à carbone géants ou de gigantesques plans de financement. Le technosolutionnisme habituel. Voilà. Mais on peut légitimement se demander si la véritable crise n'est pas ailleurs, si elle n'est pas fondamentalement une terrible atrophie de l'imagination sociale causée par cette cosmologie naturaliste qui coupe tous les ponts avec le reste du vivant. C'est une question cruciale. Il y a de quoi y réfléchir, franchement. La prochaine fois qu'un promeneur marche en forêt et qu'un élan spontané le pousse à remercier intérieurement un grand chêne pour son ombre, ou lorsqu'il s'excuse machinalement après avoir trébuché sur une racine. Ça arrive à tout le monde. Au lieu de réprimer ce réflexe ou d'en sourire avec gêne, il est troublant de l'envisager sous un autre angle. Ce n'est peut-être pas une naïveté passagère. C'est peut-être, au contraire, la manifestation très concrète d'une intuition étouffée. La preuve vivante qu'une toute autre relation au monde, infiniment plus riche et plus connectée, ne demande qu'elle s'exprimer. C'est une très belle façon de voir les choses. Ce bref instant d'hésitation suffit, à lui seul, à suggérer qu'un autre monde est toujours à chaque instant à portée de main.